Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour cette dernière journée des EGC. On vous prépare encore plein de belles choses aujourd'hui au programme et on va commencer tout de suite avec une table ronde sur les petits jeux et leur création en général. Pour en parler, on est accompagné de Rémi Deveau, Doute et Valentin Seri. Je vais vous demander de vous présenter brièvement pour commencer. Pourquoi pas commencer par Valentin qui vient de nous rejoindre. Ouais, ça marche. Je suis Valentin Seri, du coup je suis narrative designer à Slowclap actuellement. Je suis game designer de formation. J'ai aussi bossé un peu en indé, donc petit jeu mais qui est devenu un gros jeu et on en parlera un peu plus tard dans la table ronde. Et du coup je bosse aussi sur des petits jeux à côté moi, que ce soit en game jam ou projet perso, pour un peu des besoins d'expression artistique on va dire, donc c'est pour apporter le côté un peu plus moins business, je vends pas mes jeux, donc voilà. J'enchaîne. Bonjour, moi c'est Doute et je suis développeur indé depuis 2 ans et je fais des petits jeux et j'ai travaillé sur Froggy's Battle, Minami Lane et en ce moment sur Kabuto Park, dont la démo est disponible pour le Next Fest. Allez jouer à Kabuto Park, voilà. Vous savez, vous étiez là hier, vous savez. À toi. Yeah, moi c'est Rémi, ça fait 10 ans que je fais plein de petits jeux et là depuis 2021 on a cofondé Pancake Délicieux avec d'autres personnes et on a sorti 21 jeux en 3-4 ans quoi et c'est cool, c'est bien de faire plein de jeux, c'est chouette. Ok, merci, trop bien. Alors juste un petit disclaimer pour notre audience. On fera les questions à la fin, sur le dernier quart d'heure. Donc si vous en avez, notez-les au fur et à mesure et on les posera à la fin. On va commencer par un petit rappel pour celles et ceux qui n'étaient pas là. C'est quoi un petit jeu? Est-ce que c'est un état d'esprit, une philosophie? Est-ce que c'est petit par le scope, petit par le temps de production, le coût de production? Est-ce que vous faites une distinction aussi entre petits jeux et jeux courts? Parce que, moi, en marketing 101, on m'a dit qu'il ne faut jamais rien appeler petit, c'est très péjoratif. Donc voilà, est-ce que vous avez des inputs là-dessus? J'ai plein de trucs à répondre si vous voulez. allez, je commence. La question, elle est ultra large. J'ai l'impression que c'est presque la question la plus dure de la table ronde dès le début, mais la réponse universelle, ça dépend. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, mais en gros, effectivement, justement, c'est intéressant de poser une définition parce que je pense que nous trois autour de la table, on a une définition différente. Et n'importe qui va faire des jeux aura une définition différente de ce qu'est le scope de son jeu, de ce qu'est la taille de son jeu. On l'a vu dans la presse de Rémi et dans la mienne hier et avant-hier. J'espère que vous l'avez vu. Mais nos jeux sont très différents. Et en fait, ouais, c'est à nous de nous poser une définition, je pense. Moi, dans la presse hier, j'en parlais. Je disais, moi, tout ce qui m'intéresse dans les petits jeux, c'est le côté bien-être, par exemple, que ça peut apporter, de rester concis, d'aller à l'essentiel et de terminer tôt aussi pour pouvoir, pendant la production, se dire, c'est bientôt fini et du coup, moins souffrir, on va dire, pendant le développement du jeu. Donc effectivement, là, on parle de scope, mais sur ce côté, enfin de scope dans le sens temporel, mais sur ce côté aussi petit plutôt que court, les deux doivent aller ensemble. Comme je disais hier, je pense qu'en fait, on ne peut pas faire court en faisant vite, il faut faire court en faisant petit, de toute façon. Et après, sur est-ce qu'on communique autour, là, c'est encore un autre sujet, donc je vais vraiment pas détailler, mais moi, je pense que si. Je pense que justement, il n'y a pas de vérité universelle sur qu'est-ce qui est péjoratif, qu'est-ce qui est amélioratif dans les adjectifs qu'on va utiliser pour communiquer autour de notre jeu. Tout ce qui compte, je pense, c'est que les attentes des joueurs et des joueuses soient très clair et très approprié en fait aux produits qu'on va vendre, aux jeux qu'on va sortir en fait. Surtout quand c'est un projet commercial. Quand c'en est pas un, justement la surprise peut participer aussi et du coup vendre le truc différemment de l'expérience qu'ensuite la personne va ressentir, ça peut être au contraire très intéressant. Mais sur un produit commercial, Minami Lane par exemple, on a vraiment insisté énormément sur la page Steam, dans le trailer, même vraiment le deuxième truc qu'on dit dans le trailer, c'est un tout petit jeu, il dure entre 2 et 4 heures. Donc et on a vraiment énormément insisté là-dessus. Et oui, peut-être que ça va repousser des gens, bien sûr, sauf que ces gens, on n'a pas envie qu'ils jouent à notre jeu en fait, parce que sinon ils vont mettre une review négative, ils vont pas aimer, c'est pas pour eux le jeu. Donc les gens qui vont trouver petit péjoratif, on n'en veut pas. Les gens qui vont trouver petit cool, en fait on en veut. Donc ouais, voilà. Ouais, c'est assez compliqué de gérer les attentes des gens, parce que d'un côté tu veux hyper les gens pour qu'ils achètent ton jeu, et puis d'un autre côté t'as pas trop envie qu'ils soient déçus quand ils y jouent au final. Donc je suis assez d'accord avec Doute là-dessus. Et après, un autre truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui a envie de jouer à des plus petits jeux et qui a envie de jouer surtout à des jeux courts. Je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est des adultes et ils n'ont pas forcément le temps en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui sont contents d'avoir des petits jeux
Et bon, voilà. Et à Punkcake, nous, on aime bien faire des petits jeux. Bon, déjà pour tout ce que Doute a dit, mais aussi parce que on aime bien bosser sur des concepts qui sont un peu épurés, en fait, où on va avoir vraiment un cœur de jeu, et tout le reste du jeu va être centré autour de ça. Et en fait, du coup, de faire des petits jeux, ça va permettre d'éviter aussi de s'éloigner. Ça nous pose des contraintes qui sont vachement intéressantes, en fait, pour nous, quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a un truc il faut voir. Enfin, moi, quand je parle de petits jeux, c'est que j'ai envie de voir la fin. Genre vraiment, dès le début, je veux voir la fin et je me dis, ok, je vais y arriver en temps de semaines. Et c'est vachement cheerful. Enfin, t'es là en mode, ok, je vois vraiment le but. Alors, quand tu travailles après dans l'industrie, t'es là en mode, le projet il sort dans 4 ans. C'est infernal, ça sort jamais. Ça traîne et tout. Donc, je trouve que c'est un peu. En tout cas, moi, la vision que j'ai, c'est que je peux, à côté de mon taf alimentaire, entre guillemets, qui est quand même de bosser dans l'industrie, faire des projets qui sont plus perso et qui se finissent, quoi, globalement. Ok, merci. Donc j'enchaîne sur pour qui est-ce que c'est fait, les petits jeux. Je sais, Doute, tu as appelé ta presse, tout le monde devrait faire des petits jeux. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Pour quelles raisons on va faire des petits jeux ? Est-ce qu'il y a une typologie des petits jeux ? Et puis est-ce qu'il y a des jeux qui sont juste pas faisables avec un scope petit ? Ouais, Doute, il a déjà répondu à cette question hier, en fait. Fallait venir. Non, je plaisante. Non, mais oui. Alors non, moi je pense que c'est pas forcément pour tout le monde. Là, on a Morgane au premier rang qui bosse sur un jeu de 2 ans et ça se passe très bien pour lui. On est très content pour lui. Non, mais c'est vrai. Tout le monde n'a pas forcément envie de faire des petits jeux et c'est ok en fait. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Après, nous, c'est vrai qu'on en a pas mal discuté entre nous. Avec Doute, un des gros intérêts de faire des petits jeux, c'est que pour apprendre, c'est top. Les gens qui font un jeu de plusieurs années sur leur premier projet, mais la souffrance, quoi, c'est inimaginable en fait. Et qui restent bloqués dessus et tout, parce qu'ils voient pas d'autre option que juste continuer, alors qu'ils pourraient juste arrêter et faire autre chose. Bah ouais, c'est un peu dommage de s'embourber là-dedans, quoi. Mais bon, voilà, c'est propre à chacun. Si vous avez pas envie de faire des petits jeux, mais en fait, il y a rien qui vous empêche de faire autre chose, quoi. C'est vrai que c'est un peu l'erreur de base en vrai, qu'en fait, quand t'es étudiant et tout, tu commences, t'es en mode je veux faire le projet de ma vie. Et en fait, tu t'embourbes dans quelque chose de. Le faites jamais. Ouais, faites vraiment, jamais le projet de votre vie, vous Ouais. serez déçus, en fait. Donc le faites pas, gardez-le dans votre tête. Vous vous dites un jour je le ferai et vous le faites pas. Et parfait, ça marche. De ouf. Ouais, je rebondis sur ce qu'ils ont dit. Effectivement, j'ai nommé cette presse, tout le monde devrait faire des petits jeux, et finalement, même dans la presse, j'ai dit, en fait, peut-être pas. Mais pourquoi j'ai nommé comme ça ? Parce que je pense que ma propagande sur les petits jeux, elle vient du fait que j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de gens autour de moi, comme disait Rémi, souffrir beaucoup du fait de se lancer dans des trucs trop gros. Et effectivement, il y en a pour qui c'est pas le cas. On a l'exemple de Morgane, ouais, on en a plein d'autres, des exemples de gens qui font des jeux qui sont de scope moins raisonnable, on va dire, et qui en fait trouvent des modèles, que ça soit un modèle économique ou que ça soit un modèle de personnel, en gros, de travail qui fonctionne. Et comme je disais hier, effectivement, non, je reviens dessus après, mais en tout cas, par contre, à côté de ça, il y a beaucoup de gens aussi qui en souffrent, vraiment, qui se lancent et qui ne voient jamais le bout et qui s'enferment dedans et qui, en plus, en ce moment, essayent de trouver des éditeurs. Non, en fait, faut pas faire ça en ce moment, je pense. Enfin, c'est quasi impossible. Bref, il y a trop de mauvaises raisons en fait d'aller vers des gros jeux que justement je pense nous quand on en parle on essaie d'éviter aux gens ma phrase veut plus rien dire mais en gros on essaie d'éviter aux gens d'aller vers là quoi. Après effectivement oui si il y a une conscience très claire de la différence entre faire des petits jeux et faire des plus gros jeux et tout de la part de la personne et puis il y a du vécu de l'expérience et puis on est tous et toutes différents donc oui il peut y avoir des raisons. Souvent, malheureusement, celles qu'on voit, c'est plus des raisons de naïveté, c'est plus des raisons d'incompréhension, c'est plus aussi des raisons d'un système global qui nous pousse à faire ça dans ces modèles de financement, dans ces études, dans beaucoup de trucs. En fait, on a l'impression que faire du jeu vidéo, en fait, c'est monter un studio et puis faire des demandes CNC et faire des demandes d'éditeurs. Non, c'est pas ça. Surtout pas, en fait. Ça, c'est le pire. Donc en fait, c'est... Ouais, je pense que moi, si je donne cette presse-là et si j'essaie d'en parler très régulièrement, c'est pour aller un peu contre ça et pour montrer qu'il y a d'autres modèles. Je dis pas que c'est le meilleur modèle, mais je dis qu'il y a d'autres modèles surtout, quoi. Et je crois qu'il y avait une autre partie de ta question aussi qui était sur est-ce qu'il y a des choses qui sont pas faisables sur des gros jeux ? Ouais, ça, vas-y, si tu veux répondre un peu sur les petits jeux. Ouais, moi je pense que non.
Enfin, si, il y a un truc qu'on peut pas faire en petit jeu, c'est un triple A. Mais en fait, oui, non, c'est clair. Mais en fait, non, on peut faire plein de trucs en fait en petit jeu et ça demande pas mal de créativité. Mais tu peux faire un open world en petit jeu, ou en tout cas, évidemment, ça dépend aussi de la définition de petit jeu, mais il y a moyen de faire un open world en 1 ou 2 mois, quoi. Il y a moyen de faire des trucs, des RPG, tout ce que tu veux. Et oui, forcément, ça va demander d'avoir une approche un peu minimaliste par rapport à certains aspects, de se concentrer sur les aspects qui vous intéressent vous, mais peut-être que c'est pas plus mal aussi en fait. Mais en tout cas, oui, il faudrait épurer le design pour que ça passe dans la contrainte de temps, mais c'est faisable. C'est tout ça, tout. À mon avis, il n'y a pas tant de limites que ça, quoi, en fait. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est pas mal une question d'avoir un concept assez fort et de se dire ok, je le pousse à fond et je vais pas genre faire des systèmes, des sous-systèmes. Genre j'en ai un, je le pousse et c'est parti quoi. En fait, par exemple, quand tu prends les AAA, t'en as plein de ces systèmes qui s'imbriquent un peu tous. En fait, si tu dis ok, j'en prends un potentiellement et je le pousse à fond et je fais un jeu uniquement là-dessus, pour moi c'est un peu le truc d'en fait tu t'éparpilles pas et tu peux faire justement un projet qui a beaucoup plus d'identité et de corps en fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, mais aussi un peu. Donc ça, c'est une manière de faire un petit jeu, mais justement, l'intérêt, c'est qu'il y en a plein. Froggy's Battle, Minaminen, Capito Park, c'est des philosophies de design qui sont complètement différentes à chaque fois, et pourtant, ça amène quand même, en se forçant justement à aller sur des trucs petits et tout, ça amène quand même à des projets qui sont raisonnables, quoi. Et un autre truc aussi, c'est intéressant. Rémi vient de dire, oui, même un open world, vous pouvez le faire en 1 ou 2 mois. Et je suis sûr qu'il y en a dans la salle là, et qui vont se dire, en fait, ça, faut être trop fort. Moi, c'est ce que je me disais quand au début j'ai commencé et que j'ai vu les gens qui faisaient des petits jeux. Je voyais Sock Pop, je voyais A Short Hike aussi. Et je me disais, moi, je peux pas faire ça. Faut être trop fort. Pour faire des jeux dans des temps courts, faut être trop fort. Et en fait, non, pour le coup, moi, je pense que c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Faire des jeux de taille moyenne et les tenir, là, faut être complètement ultra méga fort, alors que faire des petits jeux, justement, vous allez tout faire à l'arrache, vous allez tout faire un peu au pif, vous trouvez des astuces tout le temps pour aller à l'essentiel, et vu que ça reste un petit projet, les gens vont s'en foutre et les gens vont se dire oui, c'est bon, c'est pas grave, le cœur est là, quoi. Et donc ça, au contraire, je pense que moins on se sent qualifié pour faire des jeux, et après peut-être qu'on a tous aussi ce problème-là de jamais se sentir assez qualifié, mais en tout cas je pense que quand on est débutant et quand on n'a pas beaucoup de skills dans certains domaines précis, aller vers du petit, c'est encore mieux, au contraire, c'est encore mieux. Je pense qu'il faut aussi ne pas avoir peur de faire des mauvais jeux. Ouais. J'ai pas dit un bon open world, j'ai dit un open world. Et non, on peut évidemment faire des bons jeux et ça c'est cool, mais je pense que surtout quand on fait des tout petits projets, faut pas avoir peur de faire un truc qui au final va peut-être pas être si bien que ça. Et en fait, surtout quand on débute, c'est quand même finir un projet, c'est une énorme opportunité d'apprendre plein de choses en fait. Donc je pense qu'il faut pas avoir trop peur de faire un truc qui soit pas parfait, quoi. Ouais, ça on pourra en reparler quand on aura le sujet sur le fail faster. Je vais rebondir sur les philosophies de design et le scope. Je reviendrai après sur une question que je voulais vous poser avant. Mais alors, du coup, comment on fait pour épurer le design? Comment est-ce que vous avez des tips? Comment on évite le scope creep, le fameux? Wow, ils sont tous retournés vers moi là. Non, mais justement, parce que je me dis ton expérience de rater ça en quelque sorte en transformant un petit jeu en gros jeu, ça peut être intéressant si tu sais pourquoi ça. Comment ne pas faire? Non, mais justement, parce que parfois c'est plus intéressant, c'est souvent plus intéressant de voir les trucs qui se passent mal que les trucs qui se passent bien. Donc, en vrai, du coup, l'expérience c'était sur Red Cells, donc c'était un jeu projet étudiant à la base. À l'époque où on pouvait trouver des éditeurs, on avait trouvé un éditeur, on avait signé, etc. En fait, donc le jeu c'était notre projet étudiant, c'était un open world, donc déjà, c'était un peu ambitieux, on va dire. Et en fait, derrière, on s'est dit qu'il fallait ajouter tant et tant de systèmes parce que, en fait, on avait des références aussi, je pense, qui nous dépassaient. Et forcément, tu essayes un peu de les rattraper. T'es en mode, en fait, il faut que je fasse aussi bien qu'eux. Et en fait, t'as pas du tout le budget, t'as pas du tout la workforce pour faire ça. Donc, en fait, tu t'éparpilles dans des systèmes, t'arrives jamais à les finir, t'atteins pas tes deadlines. Et tu te retrouves avec juste plein de systèmes bancals, ce qui fait que ton jeu ne marche juste pas. Alors qu'en fait, si t'avais tout réduit, potentiellement les systèmes bancals, là, t'en aurais fait 2 au lieu d'en faire 5. Et en fait, ces systèmes ils auraient été polish de ouf. Et je pense que la clé aussi des petits jeux, c'est le polish. Mine de rien, quand t'arrives à la fin. Et ouais, voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter de plus en vrai, mais...
Ouais, mais il y a plusieurs points là qui étaient ultra intéressants, je trouve. Je me permets d'enchaîner. Ce truc de croire que c'est jamais assez et de prendre des mauvaises références, ça c'est ultra important, je trouve, parce que effectivement, croire que c'est jamais assez, on a toujours cette impression-là. Et moi, mon astuce, c'est les playtests. Tu playtestes un truc en disant, mais là, il y a vraiment pas assez, c'est sûr. Et les gens, ils disent, ouais, c'est trop bien, j'ai joué 1 heure. Ah bon, ok. Et ça permet de revenir un peu sur terre, prendre du recul, demander à des gens de jouer, que ça soit des playtests ou juste de la vie extérieure de potes dev ou de potes tout court ou de la famille. Ça aide beaucoup. Et ce truc-là de se mettre des références qui sont trop hautes, c'est vrai que j'ai l'impression de voir énormément de gens qui font ça. Et c'est un peu naturel parce qu'on joue à des jeux qu'on aime, on joue à des bons jeux. En fait, les jeux auxquels on joue naturellement sans se forcer, c'est des jeux qui sont le top du top du top de la crème, quoi. Il y a des dizaines de milliers de jeux qui sortent chaque année. Et en fait, nous, on joue à 3, c'est les meilleurs. Et après, on se dit, je vais faire ça. Non, en fait. C'est pour se mettre des références qui sont atteignables. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher des trucs beaucoup plus petits et ne pas se mentir aussi. Se dire, non, mais ce truc-là, c'était 10 personnes super expérimentées sur 5 ans. Je vais pas le faire. C'est pas vrai. Je vais pas le faire. Alors qu'à côté de ça, du coup, on baisse et on arrive à un jeu, on se dit, ça, c'est tout petit, ça, je peux le faire. Et en fait, on creuse, on regarde. Non, c'est 2 personnes sur 2 ans, je peux pas le faire. Ok, on va chercher plus petit, et là on tombe sur des projets itch où on se dit ça c'est petit, oui ça a été fait en 3 mois par une personne, ok. Bon si j'arrive à un truc comme ça, déjà je dois être fier de moi. Et du coup ça nous permet de nous poser effectivement des références et des objectifs. Se poser des objectifs qui sont vraiment concrets, ça aide aussi, quoi. Donc voilà, je pense effectivement les attentes qu'on se pose, déjà ne pas se mentir en les mettant à des niveaux qui sont raisonnables, mais aussi régulièrement prendre du recul en demandant aux gens autour de nous de nous aider à prendre du recul, ça c'est super important. Après, dans les trucs et astuces de comment scoper petit, j'en ai partagé quelques-unes hier et j'en ai plus trop de plus en tête, mais je sais pas, est-ce que t'en as toi d'ailleurs? Déjà j'aimerais dire que effectivement c'est extrêmement difficile d'être réaliste avec ses propres attentes. Même quand on a de l'expérience, c'est vraiment très dur. Alors quand on n'en a pas, c'est évidemment impossible de pas se foirer en fait. Mais vous parliez de références tous les deux là, et je pense que ce qui est vachement important, c'est d'identifier ce qui vous intéresse en tant que développeur, mais aussi ce qui vous intéresse en tant que joueur ou joueuse. Parce que c'est pas tout le temps la même chose déjà. Et ça va être 2 points sur lesquels vous pouvez juste vous concentrer à mort. Et le reste, c'est pas très grave. Le reste, on peut prendre des raccourcis, on peut faire le plus simple possible. Et juste, par exemple, si une de vos références c'est un jeu Zelda, un des vieux jeux Zelda par exemple, posez-vous la question, qu'est-ce qui me plaît dans Zelda? Est-ce que c'est les combats? Est-ce que c'est le sentiment d'exploration? Sélectionnez un truc et concentrez-vous sur ça. Et le reste, c'est moins important en fait. Et voilà, moi c'est un peu ça que j'appelle un cœur de projet, c'est vraiment les intentions du projet, vraiment arriver à bien les identifier, bien les essentialiser en fait, et éviter de trop s'en éloigner, quoi. Ouais, je me permets, si on a un peu de temps, de rebondir là-dessus, parce que c'est complètement vrai. Et du coup, je voudrais donner un exemple, parce que je pense que c'est marrant les exemples, sur Kabuto Park. C'est rigolo d'avoir cette carafe devant, bref. Kabuto Park, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit, j'ai envie de faire un jeu de collection de créatures. C'était sur des oiseaux, ça a complètement dérivé ensuite. Mais en tout cas, le point important, c'est que je me suis dit, c'est quoi un jeu de collection de créatures? C'est quoi qui me fait kiffer en fait dans les jeux de collection de créatures? Et c'est quoi, je pense, un peu un cœur qui pourrait être intéressant de ça? Et du coup, j'ai commencé à lister des listes de verbes énormes de, par exemple, ce qu'est un Pokémon. Et ensuite, en jouant à plein d'autres jeux, en jouant à Chillquarium, par exemple, je me suis dit, ce jeu-là, il a tel verbe. Cet autre jeu-là, il a tel verbe. Cet autre jeu-là, il a tel verbe. Moi, est-ce que j'arrive à en trouver un? Et en fait, finalement, il y en a 2 dans mon jeu. C'est capturer et se battre. Et par contre, tout le reste... l'aventure, l'exploration, le déplacement, la recherche. En fait, il y a vraiment 1000 verbes que vous pourriez mettre autour d'un jeu de collection de créatures. Et moi, je me dis, allez, ça j'élimine, je garde celui-là et celui-là. Et ensuite, à côté de ça, j'ai posé tout un tas d'ambiances qui me semblaient correspondre à ça. J'ai choisi les scarabées et les insectes parce que justement, ça marchait avec ça. Alors que les oiseaux, le combat, justement, marchait pas, n'était pas logique. Les oiseaux, par exemple, c'est plus dans les verbes qui sont de quand on pense oiseau, on pense à l'identification et à la recherche. Alors que quand on pense scarabée, c'est plus facile de comprendre attraper et se faire se battre, bref. Et du coup, en tout cas, à partir de ces piliers, tout commence à se mettre en place. En fait, une fois que vous avez vraiment identifié le cœur de votre jeu, c'est facile de se dire « Ah ouais, ça colle. Oula, non, attention, ça dérive. Boum, on coupe. » Et ouais, effectivement, bien poser les piliers de ce qui nous intéresse dans notre jeu, de ce qu'est le cœur de notre jeu, je pense que c'est essentiel quand on design notre jeu, ouais.
Et en plus, ça va aider pendant tout le projet. À chaque fois qu'il y a des idées de merde, des idées qui arrivent et qui sont pas cohérentes avec vos piliers, c'est facile, vous les éliminez. De toute façon, vous avez trop d'idées, donc faut en éliminer les 3/4 et puis c'est cool, quoi. Ouais, c'est une bonne méthode, je pense, d'avoir les verbes d'action. C'est un peu le b.a.-ba du game design, mais en vrai, on l'oublie assez vite quand tu vas en prod. On le fait pas. Ouais. Non, excuse-moi, Non, mais en vrai, ça te permet de te focus vraiment sur des trucs très concrets. Et effectivement, tu remarques vite que les idées que tu as, si elles vont pas avec, tu les remarques vite et tu les mets de côté, quoi. Ouais. Et en plus, c'est ultra intéressant parce que dès le début, vous pouvez identifier, je dérive trop là, mais j'arrête après cette phrase, vous pouvez identifier aussi les choses que vous pensez pas être capable de faire. Moi, l'exploration, si je l'ai mise de côté, c'est parce que je suis certain que tout seul sur un petit projet, je peux pas le faire. En fait, non, c'est une mauvaise idée pour moi. Alors que la capture, tout de suite, je me dis, mini-jeu, ça va être rigolo. Je vais faire un mini-jeu de capture et puis c'est bon, ça va marcher. Et le combat, j'avais plein d'idées en tête et puis c'était rigolo. Et du coup, je suis parti là-dessus. Ça demande moins de skill artistique aussi parce que je savais qu'il y aurait pas trop d'animation à faire. Enfin, tous ces trucs-là, c'est cool de trouver une cohérence aussi avec ce que vous savez faire, quoi, parce que peut-être que vous avez plein d'idées qui sont vachement cool et qui amèneraient à un bon jeu, mais si vous pouvez pas les faire, en fait, mettez-les de côté, vous en aurez d'autres que vous arrivez à faire vous. Je pense que c'est plus important d'arriver à faire des trucs que vous êtes capable de faire, parce que sinon c'est frustrant, quoi. Je vais encore rebondir sur ce que vous dites. Alors c'est pas une question qui était prévue, mais ça me fait penser un peu à la philosophie des jeux de Game Jam, où forcément on doit scoper petit. Et du coup, est-ce que ça pourrait pas être une bonne méthode de se dire, ok, je vais scoper jeu de Game Jam et après je vais le polish? En vrai, c'était un peu l'idée avec Pancake au tout début. On se disait, on va faire des jams de 1 mois, en fait. Bon, c'est pas très simple de se dire ça parce que les jams, c'est un peu intense quand même. Et au final, c'est pas vraiment ce qu'on a fait. Mais par contre, la première game jam qu'on a fait en tant que Pancake, on a sorti Shotgun King. Bon, c'était un coup de chance, faut pas se dire je vais faire une game jam et je vais sortir un hit, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'on en a fait d'autres derrière, on a fait d'autres game jam, on a fait plein de jeux qui se sont cassés la gueule, donc voilà, comme quoi. Mais par contre, les game jams, c'est un très très bon moyen de kickstart un projet. Pas dans le sens Kickstarter, mais dans le sens tu fais ton projet en un week-end et en fait à la fin de ton week-end t'as un prototype qui est jouable, c'est énorme, c'est ouf d'avoir ça comme base de projet. Et bon, après la philosophie de chacun change, nous on garde les prototypes et on continue de construire dessus. Souvent c'est plutôt recommandé de mettre le prototype de côté et de recommencer sur une base propre parce que en game jam on fait du code dégueulasse et tout et c'est normal, et quand on prend un projet qui va durer un peu plus de temps, c'est malin en général d'avoir du code qui est pas trop horrible, mais bon, nous on s'en fiche. Après nous on reste aussi sur des petits projets, donc c'est moins gênant d'avoir du code qui est pas hyper propre, et puis on a aussi l'expérience qui fait qu'on s'y retrouve dans notre propre organisation bordélique, donc ouais, voilà. Oui, moi forcément, vu que c'est pas mal de mes projets perso, on va dire, c'est des projets de game jam, je trouve que ça me permet de me focus, d'avoir la deadline, d'avoir une thématique aussi, parce qu'en fait on a toutes plein d'idées qui nous passent par la tête, des idées qui sont pas réalisables effectivement, où tu es en mode en fait je pourrais jamais le faire mais je la garde de côté, et en fait quand tu as une game jam qui arrive avec un thème en particulier, ça va vraiment en fait de la contrainte va naître un peu ta créativité, et tu vas pouvoir te focus sur un truc, tu te dis il faut que je le finisse dans 2 jours, c'est une game jam de 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, peu importe la durée, mais vu que tu sais que tu as un bout, ça te permet vraiment de te focus là-dessus, te tenir à la deadline, parce qu'en fait, je pense que comme plein de gens, quand tu commences des projets perso, potentiellement il y en a plein que tu laisses de côté, parce qu'en fait tu perds la motive, potentiellement t'as une vie à côté, t'as pas envie de rentrer le soir après le taf, de retaffer. Donc ouais, moi les game jams, je trouve que c'est toujours une bonne idée en méthode de travail, en tout cas après pour le commercialiser, je sais pas trop. Il y a des projets effectivement, comme tu disais, Shotgun King, et il y a Céleste, je crois que ça a commencé en game jam aussi, ou c'était Towerfall, je crois que c'était non, le jeu d'avant. Si c'était Céleste, c'était bien, enfin c'était une game jam entre eux en fait, entre les devs, quoi, c'est pour ça. Mais oui, effectivement, là, pour la première version de CS qui a été faite sur Pico 8, elle a été faite en, je sais plus, je crois que c'est 48 heures, il me semble que c'est 48 heures. Ouais, je crois. Ouais. Donc en vrai, il y a des exemples de jeux qui marchent comme ça, mais comme dans tout, faut pas trop les idéaliser non plus. Voilà. Ouais, parfait, je rebondis sur la dernière phrase. Oui et non, en gros, ma réponse, ça dépend, comme d'hab. Je pense que
Faire des game jams, c'est ultra important, c'est trop bien. Bon, il faut évidemment faire attention à les faire de manière saine et se connaître ses limites aussi et ses envies. En fait, tout court, on a le droit de pas vouloir faire de game jam ou de vouloir les faire de manière différente, parce qu'il y a plein de types de game jam aussi aujourd'hui. C'est pas forcément des game jams débiles de 2 jours. Ça peut être plus sain que ça. Moi, j'adore les game jams débiles de 2 jours d'ailleurs. Mais bref. Et par contre, moi, j'avoue que je trouve qu'un peu de la même manière qu'un petit jeu ne peut pas être un gros jeu avec moins. Je trouve qu'un petit jeu commercial ne peut pas vraiment être enfin, je dis ça alors qu'on a un contre-exemple ici, mais c'est dur de faire un jeu de game jam avec plus. En gros, un bon jeu qui tient en 5 minutes, un bon concept qui tient en 5 minutes ne sera pas du tout forcément un bon concept qui tient en 2 heures si on l'étend. Et je trouve que, enfin, moi, j'ai jamais réussi à voir dans mes jeux de game jam un potentiel d'élargissement, pour le coup. Par contre, il y a plein d'idées de mes jeux de jam qui ensuite sont réapparues dans mes projets. Froggy's Battle, c'était un jeu de jam, mais finalement, le jeu complet n'est plus du tout le même système de jeu. Par contre, l'ambiance, l'univers et tout ça est retrouvé. Minami Lane, pareil, on avait fait un petit jeu en isométrique de management, sauf que c'était management action un peu bête, et en fait c'est plus du tout la même chose après au final. C'est même pas pensé comme une sorte de suite logique du jeu de jam, c'est juste forcément quand tu crées un jam, t'as plein d'idées qui viennent, t'as plein d'expérimentations qui se font, et du coup tu gardes ça en tête. Kabuto Park, le système de combat, c'est un truc qui est né aussi dans une game jam il y a 3 ans, et que maintenant je me suis dit, ah mais ça serait vachement drôle dans ce concept-là. Au moment où j'ai conçu Kabuto Park, en gros, j'étais genre oui, il y aura du combat et tout. Ah, le combat, et si j'essaie d'utiliser ça, trop drôle, on va mélanger des bouts de ce que j'ai créé, et puis en fait ça va peut-être me faire quelque chose. Mais ouais, moi personnellement, en tout cas, j'arrive pas à me dire qu'un jeu qui a été conçu pour être bon en 5 minutes peut, juste en l'étirant, devenir un jeu bon sur plusieurs heures. Ça, en tout cas, les jeux que je fais, ça marche pas, quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, ça dépend des jeux qu'on fait. Et nous, à Pancake, quand on essaye de faire des jeux de jam, enfin quand on fait des game jam, en général, on a plutôt tendance à, au contraire, essayer de faire des jeux qui peuvent s'étendre dans le temps et qui peuvent rester intéressants. Et par contre, un truc vachement intéressant, c'est que quand on est déjà dans l'idée qu'aprais la game jam, on va continuer de bosser sur le projet, et des fois pendant la game jam on a des idées qu'on se dit non, c'est foireux, je vais pas avoir le temps de faire ça, et c'est important de se dire ça en game jam, mais du coup on peut juste les mettre de côté, et à la fin de la game jam j'ai toutes ces idées qui m'intéressaient quand même vachement, quoi, et que du coup je peux rajouter maintenant que j'ai fini la game jam pour faire ma version complète de mon jeu que j'avais envie de faire à la base, quoi. C'est pas sur la game jam, moi, par exemple, mais du coup, le projet étudiant, à la base, c'est comme une game jam, parce qu'à la fin, tu arrives à une démo de 15 minutes, on va dire. Sauf que c'est une game jam sur très très longue, on va dire. Et en fait, quand on l'a commercialisé, enfin, quand on l'a professionnalisé, je veux dire, plutôt, de passer de 15 minutes à un jeu de, je sais plus, on mettait 8 ou 10 heures parce que l'éditeur voulait ça aussi, etc. Trop galère. En fait, quasi impossible à faire. On a galéré, en fait, la pré-prod, au lieu de durer tant de mois, elle a duré quasi le double, parce que impossible de faire marcher notre boucle de jeu qui marchait en 15 minutes, de la faire marcher en 8 heures, en fait. On était en mode, les gens vont se faire chier et tout, c'est horrible. Et donc ça va dans la même idée de ça. Ouais, ça dépend des jeux, je pense. Et juste par curiosité, il est sorti finalement le jeu? Non. Non, d'accord, ok, ça marche. Ouais. Merde. Ça vous arrivera aussi, rigolez pas. Ouais. Oui. Oui, je confirme. Non, mais je crois que tu parles à beaucoup de monde ici, de jeux qui ne verront pas le jour. Où est-ce que j'en étais? Oui, je vais vous demander un petit peu des tips d'organisation. C'est-à-dire que vous parlez de... Alors, il faut dev le jeu, il faut faire du marketing sur le jeu, il faut faire des playtests sur le jeu. Comment on tient le rythme? Comment on s'organise sans tomber dans le crunch? Alors, les playtests, c'est facile, ça sert à rien, donc il ne faut pas en faire. On est là pour se battre. Hein. Non, c'est vrai qu'avec Doute, on a des positions extrêmement différentes sur le playtest. Nous, à Pancake, on n'en fait pas. Des fois, on en fait un peu proche de la release avec les Patreons. Et eux, ils sont contents, ça leur fait un accès un peu anticipé au jeu, quoi. Mais par contre, en dehors de ça, les jeux, on les teste entre nous, en fait. Et je pense qu'on a aussi la chance dans notre équipe d'arriver à avoir une perspective de joueur, en fait, et de se dire, les joueurs, c'est sûr, ils vont réagir comme ça, quoi, à tel ou tel truc. Et donc on en discute et au final on arrive à un truc qui est pas trop foireux, quoi.
Je pense que c'est important, même en tant que dev du jeu, de aussi jouer à son jeu régulièrement et de voir qu'est-ce qui va pas, et de prendre des notes, en fait, parce que moi je pense quand même que, Doute sera pas du tout d'accord, je pense, mais je pense qu'on est notre meilleur playtester, parce qu'on est la personne qui connaît ses intentions. Il y a des jeux... Il y a Morgan qui est comme ça, faut pas faire ça, qu'est-ce que tu racontes, Rémi? Non, mais moi je vous donne mon avis, hein, voilà. Je pense vraiment que si t'as tes intentions, tu sais ce que t'as envie de faire, en fait, donc t'es le premier juge de ce que t'es en train de faire, et je pense que c'est normal, quoi. Et après, pour les autres aspects, pour le marketing, faut s'y faire, c'est un truc à faire en fond, en fait, parce que de toute façon, c'est pas tenable de faire une semaine de marketing, puis de reprendre le dev de son jeu, puis refaire une semaine, c'est juste pas possible, quoi. Donc c'est un truc à faire de temps en temps dans ta journée. Quand tu viens juste de développer une feature, et tu fais un GIF ou des screenshots, ou peu importe, une vidéo, tu la postes sur les réseaux, et c'est ça, quoi. Et ouais, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas la mort, et on s'y habitue pas trop mal, en vrai. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Après, pour s'organiser, faites des to-do list, en fait. Faites des listes de ce que vous avez à faire. Et pourquoi tu rigoles? C'est drôle, on est très différents. C'est la question qui nous polarise le plus, je pense. C'est tout. Moi, je fonctionne énormément avec des to-do list. Ça me permet de savoir, ok, il me reste ça à faire. Une fois que c'est posé, je peux l'organiser en fonction de ce qui est plus important, mais aussi en fonction de ce que j'ai plus envie de faire, de ce que j'ai plus la flemme de faire. Bon, ça veut aussi dire qu'en fin de projet, en général, il me reste plein de trucs que j'ai pas envie de faire, et ça, c'est un peu chiant. Mais je suis à la fin du projet et j'ai plus trop de choix, en fait, parce qu'il reste que ça. Ce serait un peu dommage de s'arrêter là, quoi. Donc, ouais, voilà. Non, j'ai pas trop d'autres conseils, je pense. C'est intéressant, ça c'est voilà. Le point intéressant de la table ronde, c'est quand on dit pas la même chose, donc c'est parfait. Ouais, ceci dit, il y a pas mal de trucs où moi je fais pas du tout comme toi effectivement, mais finalement les objectifs sont le même. Si on reprend un petit peu les questions, donc playtest, marketing, organisation, qui se mélangent pas mal en vrai les trois. Playtest, il y a plein d'intérêts, et effectivement, comme tout, on peut faire sans, mais vous pouvez faire un jeu sans dessin aussi, si vous voulez, vous pouvez faire un jeu sans code, mais bref, c'est parfois plus compliqué. En tout cas, les playtests ont un apport qui est ultra important sur plusieurs choses, sur la priorisation des trucs et sur s'aider à prendre du recul. Donc effectivement, toi tu disais moi je pense que je suis mon meilleur playtester, très bien, moi je pense pas, et parce que peut-être que juste j'y arrive pas en fait, et du coup les playtests viennent m'aider et viennent me donner confiance dans les priorités, est-ce que je suis en train effectivement d'arriver à tenir mes axes et mon cœur de jeu. Et ça pour le coup c'est un truc quand même où il faut vraiment pas se dire que les playtests vont nous égarer et vont nous faire un playtest très mal fait pourrait le faire, mais en fait si vous savez après faire des playtests, au contraire vous allez en tirer des leçons qui vous permettront de réaliser votre vision d'une meilleure manière. Donc les playtests ça va pas du tout à l'encontre d'une vision forte, au contraire moi je pense vraiment ça aide à avoir une vision forte. Mais du coup oui, moi je pense effectivement que les playtests m'aident beaucoup sur des points sur lesquels j'ai pas forcément assez confiance, ou alors sur lesquels j'ai pas assez de skill, qui sont effectivement réussir à trouver des mécaniques de design, trouver des trucs qui vont me permettre de réaliser mes visions, et aussi prioriser correctement sans se dire ah non mais faut que je fasse plus, le point qu'on disait tout à l'heure sur le côté penser qu'il va falloir plus, alors qu'en fait quand tu le mets dans les mains des joueurs tu te rends compte que pas du tout. Donc les playtests, j'insiste quand même sur tous les aspects intéressants que ça peut apporter. Je comprends qu'on puisse ne pas vouloir en faire parce qu'il y a aussi un coût en énergie, et qu'en fait il faut prioriser les choses, c'est tout quand on fait des petits jeux. Moi je pense que c'est quand même quelque chose qui est très très bon et très utile. Le truc surtout c'est que les jeux de pancake sont encore plus petits que les miens pour la plupart, il y en a peut-être qui sont un peu plus longs, et du coup il y a un peu ce côté en fait le jeu c'est un playtest, on apprend sur les prochains jeux ensuite une fois que le jeu est sorti et qu'on a des retours, j'imagine. Non, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Ouais, et plus vos jeux sont petits, moins vous pouvez avoir besoin de playtest. Ceci dit, moi en jam, sur 2 jours, je fais quand même un playtest. Donc voilà, on peut quand même toujours faire des playtests, même sur des micro-projets. Mais du coup, ouais, sur un plus gros jeu, ça, la question se pose même plus. Si votre jeu il dure moins de 3 mois, ok, vous pouvez peut-être ne pas en faire. Sur un plus gros jeu, la question se pose vraiment pas du tout. Faites des playtests. Enfin, je pense, voilà, je suis toujours un peu radical, mais après, je suis débutant et puis j'y connais rien, donc m'écoutez pas trop. Sur le marketing, là, je suis entièrement d'accord. Faut le faire
en continu, il faut le faire tout le temps, parce qu'effectivement, se dédier des blocs de semaines à ça, le marketing, c'est pénible, c'est douloureux, c'est à la fois addictif et douloureux, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, il faut le faire en continu. En plus, ça marche mieux de le faire en continu parce que ça nous amène une base de joueurs régulière pour les playtests, par exemple. Et du coup, il faut le faire en continu. Bon, maintenant qu'on a dit faut le faire, comment on fait, comment on se force à le faire, tout ça. Perso, une astuce qui m'a beaucoup aidé au début parce que justement j'y arrivais pas du tout au début, quand en plus je savais pas faire, j'étais mauvais, j'ai l'impression que tout ce que je faisais ça servait à rien, c'était de me bloquer des morceaux dans ma semaine, des demi-journées, donc c'était le lundi après-midi et le vendredi après-midi je crois, où je me disais là j'ai pas le droit de travailler sur mon jeu, je fais de la communication, ou au moins je pense à la communication, j'écris des trucs sur des papiers, je réfléchis à comment je vais la faire, je réfléchis à quel compte sur les réseaux sociaux je vais me créer. Et ça m'a beaucoup aidé parce que le problème de la communication, c'est que si on essaie de le prioriser en même temps que le reste du projet, ça va toujours aller derrière quelque chose d'autre. Ça va toujours aller derrière cette nouvelle petite feature qu'il faut que je mette, ou alors ce petit truc à corriger ou ce polish à faire. Oui, mais si je fais ça, mon post il sera plus intéressant ou pas. Non, stop. Si on se le pose à côté, en fait, je trouve que là, en fait, quand on est face au truc, on se rend compte qu'en fait, on a plein de trucs à partager et que parfois ça marche aussi, c'est cool. Surtout au bout de plusieurs années, parce que c'est long à construire. Mais ouais, je trouve que l'affaire en continu, en tout cas, c'est ultra important. Et le dernier point sur l'organisation. Comme je disais hier, le problème c'est que chacun a sa manière de s'organiser. Ça, je pense que s'organiser c'est ultra important. Si les to-do c'est votre truc, faites des to-do. En tout cas, le point c'est faites-le. Je pense vraiment. Organisez-vous, que ça soit avec des to-do ultra simples ou avec des modèles méga compliqués où chaque 5 minutes est traqué et puis vous faites attention exactement à ce que vous faites. Ça va dépendre de vous, c'est sûr. Mais pour savoir justement, pour se connaître suffisamment, pour savoir quelle méthode vous convient. Faut le faire, et au bout d'un moment on arrive un peu à sa méthode. Je sais pas si t'es passé par plein de méthodes avant d'arriver à la to-do list, toi. J'ai essayé pas mal de choses, ouais. Mais au final, la to-do list c'est une méthode qui est simple et moi c'est celle qui fonctionne le mieux, quoi. Mais ouais. Ouais, moi pour le coup je procrastine dans l'organisation plutôt, et du coup j'ai des méthodes qui sont plus complexes, mais parce que ça me fait plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait quand j'ai pas envie de travailler, je m'organise. Ah oui, et, okay. du coup ça m'aide en fait, et du coup mes méthodes sont pas les mêmes et sont plus complexes et sont plus shiny peut-être, mais en fait ouais, je suis persuadé qu'on peut faire un jeu avec uniquement des to-do lists tant qu'on ne se ment pas à soi-même et qu'on sait ce qu'on fait et qu'on se... Ça demande aussi de la discipline, et la discipline, ça vient aussi avec l'expérience. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis sur l'histoire de playtest et tout ça. C'est vrai qu'il y a une question d'expérience. Sortir des jeux et voir ce que ça donne, c'est quelque part un peu une forme de playtest aussi. Et comme je le disais au tout début, moi ça fait 10 ans que je fais des petits jeux, donc effectivement je sais à peu près comment les gens réagissent à ce que j'ai tendance à faire régulièrement sur mes jeux. Et la personne avec qui j'ai fondé le studio, Benjamin, il fait des jeux depuis plus de 20 ans en fait. Donc pareil, quoi, on a cette expérience qui nous est vachement bénéfique, et qui en plus, comme je disais, on teste quand même les jeux les uns des autres dans l'équipe. Et donc tout le monde bénéficie de l'expérience des autres en fait. Et comme on a des expériences qui sont quand même un peu différentes, voilà, ça donne des trucs vachement intéressants, quoi. Si vous n'avez pas d'expérience, peut-être que effectivement les playtests c'est pas si mal en fait. Oui, je l'ai convaincu. C'est bon. Ouais, moi, sur les playtests, je suis d'accord avec vous deux pour des raisons différentes du coup, mais le playtest pour un jeu commercial, pour moi, il est obligatoire. Dans le sens où effectivement tu as atteint une audience et tout, et elle a des attentes et ce genre de choses, donc tu vérifies un peu que ça fonctionne. Mais autant sur mes projets perso, je m'en fous complètement, parce qu'en fait c'est un peu dans le mot, c'est des projets perso. Je les fais principalement pour moi, donc j'ai pas d'ambition marketing derrière. Donc en fait je m'en fous de comment le jeu est reçu, s'il fonctionne bien et tout. C'est plus en mode ok, je me suis fait kiffer, le jeu est sorti, il est dans la nature, et puis voilà, quoi. C'est aussi une question de me réapproprier ma workforce entre guillemets, de pas seulement la vendre à des fins capitalistes, industrielles, quoi, et du coup de travailler pour moi, et de me dire en fait je m'en fous. C'est beau ça, c'est beau ce que tu es en train de dire. C'est très beau. Non, je pense que c'est vrai, c'est important, c'est très bien de faire des projets pour soi aussi de temps en temps, et de pas se dire ça va m'apporter quelque chose, quoi. Non, ça peut aussi vous apporter juste un truc que vous avez fait dont vous êtes fier en fait, donc c'est cool. Et pensez pas trop portfolio. Genre, je sais qu'au début on pense beaucoup portfolio, de genre je vais faire un jeu qui montre tout ce que je sais faire, je le mets sur le portfolio. Tout le monde le fait, je l'ai fait aussi, mais après au bout d'un moment essayez vraiment de vous dire faites-vous kiffer, quoi. Genre juste faites-vous kiffer. C'est super, je vais pouvoir rebondir là-dessus. Donc malheureusement on vit dans une saucisse. On va parler gros sous. Alors je crois que vous avez 3 business models un peu différents.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez à vous financer pour faire tout ça? Parfait. Ouais. J'ai pas de business model, moi, donc voilà, déjà c'est. Justement, je trouve intéressant. Si, dans le sens où toi, tu as un taf à côté. Oui, quoi. oui, bien sûr. Non, moi, du coup, effectivement, vu que je vends pas les jeux, je les fais juste sur mon temps libre et du coup, je finance, entre guillemets, ces jeux en travaillant en day job dans l'industrie, quoi. Voilà. Il n'y a pas plus à dire. Ouais. Ouais, mais ça, pour le coup, je pense que c'est intéressant de ne pas le voir comme pas un business model parce qu'en soi, Oui. c'est une des manières les plus saines de faire des jeux, je pense. Hein. Vraiment, le fait de ne pas chercher l'argent avec les jeux qu'on fait. C'est ce que je disais hier, vraiment, si on commence à essayer de vouloir de l'argent sur les jeux qu'on crée et que ça devient un de nos objectifs principaux, ça peut vraiment détruire nos projets. Donc le fait de le faire à côté d'un travail à temps plein ou à temps partiel, ça a plein de défauts, bien sûr, parce que du coup, en fait, on a moins de temps, on a moins d'énergie surtout, ça c'est sûr. C'est pour ça que moi j'adore le faire à temps plein, c'est vrai. Mais effectivement, avoir une source d'argent qui soit un travail, soit le chômage, soit autre chose, en fait, je trouve que c'est ultra sain. Je dis pas que c'est impossible de le faire autrement, mais en tout cas, ça va mettre une pression supplémentaire qui peut être très, très, très nocive. Du coup, pour revenir à moi, c'est quoi mes financements? Justement, c'était le chômage. En fait, mon plan, c'était de me dire, super, j'ai travaillé 5 ans avant dans un autre métier, en salariat. Puis ensuite, j'ai fait une alternance pendant 1 an et demi quand j'ai repris les études à l'IDE. Et du coup, j'avais le droit au chômage. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, là, c'est maintenant. J'ai 2 ans de chômage. En plus, c'était juste avant qu'il passe 1 an et demi. Et oui, je me suis bien débrouillé. Et du coup, j'avais 2 ans de chômage. Et vraiment, mon plan, c'était de me dire, je vais faire des jeux pendant 2 ans. Génial, trop bien. Je vais faire des jeux. Et après, probablement, je retrouverai un taf. Alors là, encore une fois, il y a ce côté énorme chance dont je suis conscient, qui est que je suis embauchable, en gros, avec mon profil de mon travail d'avant. Ce qui faisait que j'avais pas trop de crainte sur le fait que je pouvais me permettre au moins 1 an tranquille avant de commencer à réfléchir à la suite sur ce chômage, alors que je sais qu'il y a des gens qui oui, en fait, ont besoin de beaucoup de temps pour trouver un travail. Bref, du coup, ma situation, c'était de la liberté pour faire des jeux grâce au chômage pendant plusieurs années, qui s'est transformé maintenant grâce à Minami Lane sur la liberté de continuer à faire des jeux sur l'argent de Minami Lane, en fait. Donc voilà un peu mon modèle économique, quoi. C'est juste que j'ai eu de l'argent de côté grâce au chômage. Maintenant, j'ai de l'argent de côté grâce à Minami Lane. Et si les jeux font de l'argent, c'est cool, mais c'est pas leur priorité non plus, quoi. C'est vraiment ma priorité, en fait, c'est de faire des jeux, quoi, vraiment. Donc voilà. Ouais, finalement, moi, c'est un peu similaire quand on a commencé Punkcake avec Benjamin Soulet. On avait tous les deux des ressources personnelles, en fait, qu'on avait réussi à mettre de côté par nos activités précédentes, quoi. Moi, j'avais fait quelques contrats qui m'ont apporté un peu d'argent, et pendant ce temps, je mangeais des pâtes. Et du coup, je dépensais pas l'argent que je recevais, donc j'avais de l'argent, et c'était bien. Et donc, j'avais calculé, en fait, quand on a commencé Punkcake, si on fait que des flops sur flops sur flops, on peut tenir tant de mois. Et on a sorti les jeux et on a vu que on gagnait pas assez d'argent pour rentabiliser les jeux, mais on gagnait quand même un peu d'argent. Et mine de rien, ça étendait quand même le nombre de mois qu'on pouvait tenir, en fait. Et puis donc on a continué comme ça. Et de toute façon, dès le départ, à Punkcake, on s'était dit, si on voit au bout d'un moment que ça marche pas et qu'on en a marre, ou que c'est plus tenable, quoi, on arrête, en fait. C'est pas grave, on va faire autre chose. Et c'est pas grave. Et là, c'est aussi là que c'est important d'avoir un réseau et de connaître des gens et de se dire, si jamais ça foire, j'ai un plan B, je peux aller voir telle personne qui peut potentiellement m'aider à trouver un job ou quoi, ou alors je peux faire un boulot à la con, peu importe, quoi. C'est très important d'avoir un plan B dans le jeu vidéo, je pense, que ce soit pour des questions d'argent ou pour des questions de burn-out, d'ailleurs. Désolé, je me perds un peu. Mais bon, bref, ouais, du coup, on a fait des jeux, et en fait, notre 9e jeu, c'était Shotgun King, et en fait, depuis Shotgun King, c'est Shotgun King qui paye nos salaires, quoi. Donc, on a cette sécurité financière qui est incroyable à avoir. Malheureusement, je peux pas vous dire comment l'avoir, parce que c'est encore une fois un énorme coup de chance, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça que nous, on a fonctionné. Et maintenant, par contre, on a toujours les revenus de Shotgun King qui sont forts. Il faut dire aussi qu'on continue de s'occuper du projet, qu'on fait des mises à jour et tout ça pour justement que ce revenu s'affaiblisse pas trop, quoi, parce qu'on en bénéficie beaucoup. Mais par contre, on essaye aussi de faire en sorte que les autres jeux, progressivement, on essaye de faire des efforts de marketing et tout ça pour que les jeux se rentabilisent un peu plus, ce qui est toujours pas trop le cas pour l'instant.
Donc, ouais, voilà. Je peux rajouter un petit truc. Il y a un côté un peu déprimant dans ce qu'on dit, du côté, en fait, il faut avoir de l'argent pour faire des jeux, ou il faut être dans une situation financière confortable pour faire des jeux, sinon ça va être horrible. Oui, malheureusement, c'est un peu le cas, et ça serait évidemment bien plus cool si on vivait dans un monde dans lequel on avait un revenu universel, ou si on pouvait tous et toutes plus facilement avoir cette sécurité financière, soit à travers un taf à côté, soit à travers le chômage, soit à travers le RSA. Mais par contre, faut se dire quand même enfin, c'est pas si terrible. Regardez, il y en a qui font de la BD, quoi. Donc c'est tout. C'était ma blague. Sur ces belles paroles. On adore les auteurs de BD. On les aime. Il en faut. Ils font des jolis. On va passer aux questions. On a peut-être un poil moins de temps pour les questions, mais si vous avez des questions, let's go. Je crois qu'il y a des micros qui vont passer. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois le faire. Ah ouais, ok. Il y en a là-haut. Il y a Hugo. Et je vois Maxence derrière. Salut, merci pour la table ronde, c'était trop stylé. Alors j'ai une question un peu, je pense, qui va peut-être énerver Doute, je sais pas. Allons-y. En gros, là, on parle beaucoup de la notion de petit jeu, qui veut dire, j'ai l'impression, deux choses en même temps. C'est à la fois des jeux qui sont pas longs à faire, genre, en gros, on met 1 mois, 2 mois, bon, ça dépend de plein de trucs. Et en même temps, des jeux qui sont pas longs à jouer, genre qui ont un playtime court. Mais il y a des créateurs, là je pense surtout à un qui s'appelle A327EX, je sais pas si vous voyez, celui qui a fait SNK RX. Alors, il est très fort et très fou aussi, donc c'est un peu un type bizarre, mais il a un blog intéressant, même s'il est encore une fois un peu fou. Mais en gros, il dit qu'il y a on peut faire des petits jeux donc, qui va nous prendre 3 mois à faire seul, mais qui ont un playtime énorme. Genre, on peut jouer pendant des dizaines d'heures. Et c'est intéressant pour lui parce que ça permet... en fait, en termes de marché, c'est intéressant parce que les joueurs ils vont jouer longtemps. Il y a plein de youtubeurs qui vont faire des vidéos pendant longtemps dessus et tout. Et donc, ça permet de snowball et de vendre beaucoup de copies. Et il dit que dans ce marché-là, il y a très peu de concurrence. Parce qu'en fait, des gens qui font des jeux en pas longtemps, mais qui durent longtemps, ce qui est difficile à faire, j'imagine. C'est pas vrai. En tout cas, lui, c'est ça. Je suis assez d'accord. C'est faux. Et je me demandais déjà ce que vous en pensiez, si ça vous paraissait possible et intéressant de faire des jeux qui prennent pas longtemps, mais qui ont un playtime beaucoup plus long. Et aussi, juste, est-ce que ça vous semble une option intéressante aussi Mais nous, c'est ce qu'on fait à Punk en fait. La plupart de nos jeux, c'est des jeux qui peuvent être joués pendant assez longtemps. C'est des jeux à système, en fait. C'est de ça dont tu parles. Et si les systèmes ils sont bien ficelés, qui sont pensés justement de manière à se renouveler suffisamment dans le temps, et se renouveler, ça peut être purement par l'aléatoire, en fait. Donc, c'est des roguelikes, classiquement. Enfin, ce qu'on appelle maintenant les roguelikes, bref. Ce mot ne veut plus rien dire. Qu'est-ce que j'allais dire, je sais même plus. Ouais, si. Oui, si, il y a plein de gens qui en font, en fait. Surtout là, enfin, je veux dire, il y a Balatro qui est sorti, c'était quand, l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et là, il y a énormément de jeux qui sont en mode c'est tel jeu en mode roguelike, c'est tel jeu en mode roguelike. Même avant Balatro, il y en avait plein déjà. Hein. C'est juste que on n'en entend pas forcément parler parce que, effectivement, les jeux développés par une ou deux personnes, souvent, le marketing, il passe un peu à la trappe. Et bon, les jeux se vendent pas, en fait. Mais des jeux comme ça, il y en a plein. Donc ouais, non, je pense que le mec de Snake RX, déjà, il est forcément biaisé parce que son premier jeu, Snake RX, enfin non, c'était peut-être pas son premier jeu, c'était son deuxième, c'est ce qui me semblait. Il a ultra bien fonctionné, il a explosé son jeu en fait. Et derrière ça, il a eu pas mal de publicité, il a réussi à s'en servir pour faire de la pub pour son troisième jeu, si je dis pas de bêtises. Et donc oui, forcément, tant mieux pour lui, c'est cool. Mais il y a plein de gens à côté de ça qui ont la même histoire, sauf que il n'y a pas le succès, quoi. Et donc non, ça peut être facile. C'est pas si difficile que ça, effectivement, de faire des jeux à système qui sont satisfaisants, en fait. Ça tient surtout à ça. Mais par contre, se démarquer, en fait, du reste, ça tient énormément de la chance, en fait, d'arriver à se faire découvrir par les bonnes personnes, qu'il y ait les bons youtubeurs qui jouent au jeu. Et tout ça, c'est vraiment très difficile à contrôler, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je vais répondre à la question par le côté de la cible.
En fait, il n'y a pas un jeu qui est bien ou c'est pas une meilleure manière de faire les jeux, de se dire qu'ils vont être concis ou de se dire qu'ils vont être jouables à l'infini. C'est juste pas les mêmes personnes qui vont jouer, en fait. Et effectivement, moi, j'aime pas trop les jeux qui peuvent jouer à l'infini. Tous les roguelikes, ça me saoule et généralement, je fais une run et après, je me dis, ah bah c'est bon, j'ai compris le jeu m'apportera rien de plus en fait sur la suite, donc j'arrête. Et je passe quand même un bon moment, tu vois, mais c'est pas vraiment pour moi. Et je vais pas me dire c'est des mauvais jeux. Non, c'est des hyper bons jeux. Et d'ailleurs, la preuve, ça marche ultra bien. Et il y a une énorme cible qui adore ça. Donc super. Juste, c'est des philosophies de design différentes et qui donc vont toucher un public complètement différent. C'est effectivement une solution qui se paraît facile et qui paraît quand tu regardes un peu en mode ah ouais mais c'est évident, c'est mieux si on peut jouer plus longtemps, si c'est la même chose à faire et qu'en fait on peut jouer plus longtemps, c'est forcément mieux. Pas du tout, il y a vraiment plein de joueurs je pense et de joueuses qui sont comme moi et qui préfèrent les expériences concises et donc si ta cible tu penses qu'elle préfère les expériences concises, il faut faire un jeu concis quoi, c'est tout. Et si tu penses qu'au contraire c'est des gamers alpha qui aiment bien pouvoir investir 400 heures sur Balatro, très bien, fais un jeu comme Balatro. Enfin tu vois, c'est un peu, je pense il n'y a pas l'un qui est meilleur ou moins bien, on peut tout faire, effectivement, encore une fois, justement, on peut tout faire en faisant des petits jeux, on peut faire des jeux à durabilité infinie, on peut faire des jeux qui sont concis, et il faut juste savoir pour qui tu fais tes jeux, qu'est-ce que toi, c'est quoi tes intentions aussi quand tu fais jeu, qu'est-ce que t'aimes, comme tu disais, voilà, il y a tout ça à prendre en compte, mais effectivement, la cible, c'est important, de jamais se dire qu'il y a une chose qui est mieux qu'une autre, non, il y a des choses qui seront préférées par certaines personnes, et des choses qui seront préférées par d'autres personnes, c'est tout, quoi, je pense. Ouais, puis ça dépend, je pense que tu peux faire aussi toi. Personnellement, je sais que moi je fais pas des jeux systémiques parce qu'en fait j'ai pas la capacité de programmation de les faire. Dans ma tête ça paraît plus dur de faire ça en fait. Donc je fais pas du tout ce genre de choses. Donc potentiellement ça dépend aussi au-delà de la cible, ça dépend aussi juste de toi quoi. Ce que tu as envie de faire, ce que tu peux faire. Ouais, ça c'est complètement vrai. Et puis il faut faire très très attention à se dire que, le systémique et le, mince, je trouve plus mon mot là quand on génère par exemple des puzzles ou procédural. Merci. La génération procédurale, c'est ultra dur. Hein. C'est ultra dur à faire correctement. Justement, il y a Rémi qui me parlait d'un jeu de puzzle où genre je vais faire des puzzles procéduraux. Je te dis mais t'es fou. C'est le défi en fait. Oui. C'est parce que moi ça fait un moment que je fais des jeux et du coup aussi en tant que programmeur ça me fait kiffer d'avoir des défis comme ça, et enfin programmeur et designer d'ailleurs, et donc oui j'ai envie de faire un jeu, ça va s'appeler Snake Shoes, accrochez-vous bien, ça arrive dans les prochains mois là, le jeu est pas fait du tout encore mais ça va arriver, et ouais, mais oui effectivement la génération procédurale, il y a pas mal de méthodes qui existent qu'il faut rechercher et tout, mais ça demande de la pratique pour arriver à en tirer quelque chose de vraiment utilisable dans des jeux déjà, et qui est satisfaisant, qui rend bien et qui est cool quoi. Et je termine sur cette question, même si on a trop parlé déjà dès la première question, mais quand de base, de toute façon, quand on est biaisé comme nous, par exemple, qui avons eu un succès, ou cette personne, comme disait, qui a eu un succès ou quoi, on est ultra biaisé, on est méga biaisé, et on va dire des choses de manière assertive, en mode c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'arrête pas de faire ça, et à chaque fois, je me tape sur les doigts en faisant ça, parce que je me dis, mais c'est complètement con. Et du coup, nous écoutez pas trop, quoi, en gros. C'est quand il y a quelqu'un qui dit c'est comme ça qu'il faut faire quelque chose, systématiquement, faut le remettre dans son contexte, faut écouter d'autres personnes. Du coup, c'est trop bien que tu poses cette question, parce que ça montre que oui, il y a des gens qui disent des choses différentes de nous. Et donc à chaque fois vraiment remettre dans le contexte et comprendre pourquoi la personne dit ça, c'est quoi son histoire, et est-ce que on pourrait pas le comprendre un petit peu différemment, c'est toujours intéressant quoi. Merci. Cool. Ouais. Déjà merci pour la table ronde, c'était très cool. Moi j'avais 2 questions, mais du coup je vais les combiner en une. C'était maintenant vous avez plusieurs jeux derrière vous, et je suis assez curieux de savoir comment vous avez évolué créativement depuis entre guillemets votre premier jeu, et comment vous l'apercevez, et pareillement genre c'est quoi vous parliez des grosses idées, et c'est quoi votre évolution de votre rapport aux grosses idées que vous pourrez jamais faire. Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce que vous les gardez dans un coin de votre tête en vous disant peut-être un jour, est-ce que vous les distillez dans d'autres jeux, voilà. Je peux commencer parce que c'est court. Moi, j'ai pas de grosses idées, j'ai pas d'idées tout court, et du coup. Moi non plus en fait. Donc, je pense qu'il y a une raison pour laquelle on fait des petits jeux, c'est qu'on a beaucoup de petites idées par contre. Mais ouais, les grosses idées, je pense que moi ça m'intéresse pas trop.
Toi, Doute, je pense que ça t'intéresse pas trop. Non, je pense que c'est aussi par compréhension du fait que ça sera pas possible et du coup, bah, c'est cool d'avoir des rêves réalistes aussi. Enfin non, je sais pas. Oh, c'est large comme question. Ouais, j'ai pas de réponse. Allez, on est reparti pour 20 minutes. Ouais. Non, par contre, la première partie de ta question est intéressante. Comment on se sent par rapport à nos débuts? Moi, à mes débuts, je faisais des jeux encore plus petits. Donc, mes jeux ont quand même un peu grossi sur le temps et c'est quelque chose qui fait plaisir. Moi, je remarque vraiment que déjà, en tant que programmeur, ce que je fais, c'est vachement plus solide qu'avant, c'est vachement mieux. Je m'y retrouve beaucoup mieux, même dans le code des autres et tout. Et ça, c'est vachement sympa de ressentir cette amélioration. En termes de design, j'ai aussi l'impression de faire des trucs plus intéressants. Donc ça, c'est très cool aussi. Et puis un autre truc, ça fait le lien un peu avec la question précédente, mais à force de faire des choses, on explore des nouveaux trucs, on étend un peu ce qu'on sait faire. Et un truc que je pensais pendant que Doute répondait à la question précédente, c'est que les roguelikes, c'est sympa, mais à force d'en faire... à un moment, on a envie de faire autre chose, quoi, en fait. C'est chiant, quoi, de tout le temps faire de l'aléatoire et tout. Bon, à un moment, j'ai envie de faire un truc complètement différent, quoi. Et donc, avec ça, on explore plein de trucs différents. Et après, ce qui est marrant aussi, c'est que d'autres personnes commencent à voir que on est quelqu'un qui sait des choses. Et du coup, des gens viennent demander des conseils et tout. Et ça, c'est aussi super satisfaisant de voir qu'il y a cette forme de respect un peu qui se forme. C'est très, très agréable, quoi. Par exemple, si vous voulez trouver des titres cool comme Snake Shoes, voilà, vous savez à qui aller demander. Ouais, je réfléchissais, il y a quand même... attends, en fait, je te laisse peut-être répondre, pardon, avant, si tu veux. Ouais, enfin moi, c'est plus l'ambition discursive qui s'affirme au fur et à mesure. Genre au début, moi, je me souviens très bien en école de game design, du prof qui me dit, en fait, t'es pas là pour faire de la narration, t'es pas là pour raconter des choses. Du coup, je suis là en mode, en fait, si, mais du coup, visiblement, tu me laisses pas le faire, donc c'est pas grave. Ouais, c'est un peu hardcore. Et au fur et à mesure, en fait, t'es diplômé, machin, puis tu t'émancipes un peu de ta pédagogie qui dit des conneries. Et du coup, après, je pense que t'as une affirmation, tu te dis, ok, je veux raconter des choses, je vais les raconter clairement. Et moi, je vois le cheminement directement par rapport à ça, quoi. Il y a, ouais, sur l'évolution un peu. Alors moi, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 2 ans, mais effectivement, quand tu fais des petits jeux, ça avance quand même vite, donc ça, c'est cool. Et je trouve que... Bon, j'aurais 1000 trucs à dire, mais j'ai 2 points intéressants, je pense. Le premier, c'est qu'effectivement, en ce moment, justement, je me demande si j'arriverai à faire aussi petit que mon premier jeu. Et c'est un truc qui me peine un peu de me dire, mais je suis plus autant osef qu'avant. Pardon ? Faut que je mette le micro, putain. Ok, désolé. Faut qu'on arrête aussi, non, je sais pas. Bref, je termine très très rapidement. Je suis plus autant osef qu'avant et j'aimerais bien, je pense que je vais travailler sur mon prochain jeu à revenir complètement osef et complètement, vraiment, j'arrive à faire des trucs tout petits. Donc ça, c'est un premier truc. Et après, le deuxième, c'est aussi, je trouve que quand tu commences, tu poses énormément de questions sur plein de trucs, sur c'est quoi mon image de marque, c'est comment je dois faire du code propre, est-ce que je dois faire du code propre, est-ce que je dois faire ça, enfin, tu te poses des milliards de questions qui paralysent un petit peu souvent et du coup, il faut se forcer à passer outre et à avancer. Et après, en fait, tu réponds pas, mais tu te les poses plus. Et ça, c'est cool. Moi, vraiment, c'est un truc qui est assez cool. Je trouve qu'aujourd'hui, je sais pas si j'ai répondu à ces questions. Si j'essaie de mettre des mots dessus, je me dis, en fait, j'en sais rien. Mais juste, je me les pose moins et je fais, quoi, au quotidien. Et ça, c'est très, très agréable quand tu avances d'arriver à cette situation-là. Je suis assez d'accord, j'ai la même expérience. Déjà, on a des automatismes qui se forment quand même, heureusement. Ouais. Et même oui, effectivement, même en dehors de ça, il y a des trucs, tu te rends compte qu'on s'en fout, en fait. C'est pas si important que ça, quoi. Est-ce que mon code, il doit être propre ou moche ou quoi? En fait, les manières se valent et tu fais juste la manière qui te vient sur le moment et puis ça te donne un résultat et c'est ça le plus important au final, quoi. Voilà, on va pouvoir prendre, je pense, une dernière question très rapide, une ou deux, et après on vous invitera à venir poser directement vos questions à l'extérieur. Je crois qu'il y en avait 2 en suspens, c'est ça? Le but, c'est de poser une question très très large pour leur faire regretter cette décision. Justement, j'avais une question, c'était sur, en parlant de faire des petits jeux, j'ai l'impression que vous vous placez un peu à contre-courant de la grosse industrie, des AAA et même des jeux moyens. Et c'était savoir comment, même si vous vous mettiez à contre-courant, comment vous êtes impacté par celle-ci et à quel point vous arrivez, en faisant un jeu qui cherche à répondre un peu à une demande, à quel point vous arrivez à trouver l'équilibre entre faire des jeux pour vous faire plaisir vous, mais aussi faire des jeux pour faire plaisir à un public. Voilà. J'aime beaucoup cette question. Je vais me permettre de répondre en premier, ça ne dérange pas. Vas-y. Moi, c'est vraiment pas compliqué. Je fais des jeux que j'ai envie d'y jouer, en fait. Souvent, d'ailleurs, les jeux que je fais, ça vient d'une envie de jouer à un jeu particulier auquel je ne peux pas jouer. J'ai fait un jeu qui s'appelle Furious Farm. C'est un jeu de racing de moissonneuse-batteuse.
Voilà. Et ça joue un peu à la Mario Kart. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire ce jeu, j'avais très envie de jouer à Mario Kart et j'avais pas de Nintendo Switch, j'avais pas de DS, j'avais rien, quoi. Et donc, plutôt que de jouer putain, comment ça s'appelle, Garfield Kart, ça m'a pris du temps et j'ai retrouvé. Non, bah, j'ai fait mon jeu, quoi. Et bon, évidemment, j'ai pas fait Mario Kart, tu vois, j'ai fait un truc qui juste s'en inspirait, ça c'est intéressant aussi, c'est de faire un jeu basé sur l'idée qu'on a d'un souvenir, tu vois, d'un jeu, et de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui me plaît dans mon souvenir, en fait, ou dans mon expérience, mais tel que je m'en souviens, quoi. Et faire un jeu basé là-dessus, c'est hyper intéressant. Et bon, tout ça pour dire que faire un jeu, pour moi, c'est avant tout un kiff, en fait. Et que je fais le jeu qui m'intéresse et je fais le jeu auquel j'ai envie de jouer. Et en fait, si moi, j'ai envie de jouer à ce jeu, bah, y a quand même pas mal de chances pour qu'il y ait d'autres gens qui aient aussi envie de jouer à ce jeu, en fait. Et ça donne aussi un gros avantage au niveau du marketing parce que, bah, tu sais ce que toi tu trouves intéressant dans le jeu, c'est ce qui peut être intéressant pour les gens aussi, quoi. Donc c'est les trucs sur lesquels tu peux appuyer, en fait. Et je pense que c'est hyper pesant de te dire ok, je vais bosser sur un jeu que j'ai pas envie de bosser mais qui va répondre à des attentes commerciales. Ouais, je pense que c'est une très mauvaise idée parce que tu vas passer un sale moment. Ouais, c'est ultra large, bien joué, c'est ultra large comme question. Mais je vais être très concis. Peut-être, on va voir. En fait, je vais juste pas répondre et étendre la question, je pense. En fait, je pense qu'il faut faire très attention aux oppositions. Et dans la manière dont tu posais la question, je trouve qu'il y avait un peu une opposition entre se faire plaisir et faire un jeu pour le marché. Et comme l'a dit Rémi, c'est pas toujours le cas du tout. Et c'est même quasiment jamais le cas, en fait, je pense. Tu peux faire les deux et c'est pas nécessaire que ça soit une opposition. De la même manière qu'on voit parfois, comme je disais tout à l'heure, les playtests en opposition à faire un jeu personnel avec des valeurs fortes. Non, pas du tout. Au contraire, les playtests, ça vient renforcer les valeurs dans ton jeu. Je suis pas d'accord. Mais c'est super. Mais ça dépend comment tu les fais aussi. Tu peux les faire mal. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je rigole. Mais là, ouais, c'est pareil à ce niveau-là. Je pense que c'est très différent. En fait, on a toujours cette impression et cette envie en fait de poser les choses comme une opposition entre quelque chose d'artistique et de créatif et de cynique et capitaliste ou marchand quoi, en quelque sorte. Et c'est vrai que parfois ça l'est un peu. Mais tu tomberas jamais dans un cynisme à la Ubisoft ou alors faut vraiment être une mauvaise personne. Enfin, je pense qu'il faut pas avoir peur de ces choses-là, de comprendre ton marché, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ta cible et tout, même si c'est pour justement ne pas le faire. Moi, je suis extrêmement content d'ailleurs, pendant l'IDE, c'est un peu un parallèle bizarre, mais pendant l'IDE, justement, on a beaucoup appris à comment faire des dossiers de financement, comment ça marche pour être financé par un éditeur, comment ça marche pour avoir des aides de CNC. Et justement, tout ça m'a permis de me dire, je veux surtout pas faire ça. Tu vois, c'est horrible et ça ne marchera pas et c'est horrible, en fait, c'est infaisable. Et c'est un peu pareil avec si tu commences à regarder ce qui se fait, les roguelites, c'est super à la mode, les jeux de deck building, tout ça. Et ben, en comprenant tout ça, tu peux aussi toi-même te dire, ok, très bien, je vais pas faire ça. Et du coup, ça va t'apporter plein de trucs de te dire, mais du coup, comment je vais le communiquer à mon public ? Je sais que leurs attentes, c'est ça. Moi, je vais pas faire ça. Comment je vais le communiquer à mon public ? Sur Minami Lane, c'était complètement ça. Quand on a regardé les petits jeux de gestion, il n'y en a pas. Il y a Kairosoft qui fait des trucs qui sont 4 fois plus gros que Minami Lane, mais il n'y en a quasiment pas. Et du coup, on savait que le public n'attendrait pas ça, que le public n'aurait pas l'intuition que notre jeu, c'est ça. Et du coup, on a dû faire une communication qui vraiment orientait les attentes du public de manière très très forte pour leur faire comprendre, attention, c'est pas ce que vous pensez, c'est un jeu qui dure entre 2 et 4 heures, il n'y a pas de mode infini à part un sandbox mais qui n'est pas super intéressant. Attention. Du coup, connaître les attentes, c'est pas forcément seulement pour y répondre, c'est aussi pour savoir comment tu vas les expliquer quand ça ne correspond pas à leurs attentes. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup pour la table ronde, c'était vraiment super intéressant et merci à vous d'être venus.